Daniel Obono, ils doivent rouvrir ces bars, cafés, restaurants. Si oui, dans quelles conditions? Écoutez, il faut qu'on ait l'ensemble des éléments pour savoir si il est possible de le faire dans toutes les conditions sanitaires possibles. Je crois qu'il doit y avoir eu des discussions avec les professionnels du secteur pour savoir si il y a les moyens pour mettre en œuvre tout cela, parce que ça demande quand même un dispositif. On a vu sur la question des écoles comment c'était assez compliqué, et ça reste très compliqué de mettre tout ça en œuvre. Donc je crois qu'il y a besoin de maintenir une attention, puisqu'on est toujours en état d'urgence sanitaire, effectivement. Heureusement, le virus circule moins. Les chiffres semblent l'attester. Il faut quand même maintenir une vigilance, parce que au niveau mondial, on reste dans une situation de pandémie. Et puis, il y a encore beaucoup d'inconnus. Il y a les éléments notamment de recherche scientifique sur la question des tests qui servent pas simplement en fait à savoir qui est positif et qui doit être resté confiné, mais pour pouvoir avoir une vision statistique, y compris la recherche. Les chercheurs sont très demandeurs et ont besoin de ces données-là pour pouvoir appréhender les possibles vagues, reflux, etc. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus, et donc je crois que c'est pas tellement une question de relâchement, parce que c'est quand même une épreuve. On est depuis au mois janvier dans cette situation, ça fait plusieurs mois, et je crois quand même qu'il faut rappeler que c'est la majeure partie de la population, c'est toute la population en fait, qui a porté la réponse sanitaire, qui l'a fait, on l'a dit, dans le confinement, c'était quasi majoritairement respecté, et c'est ça qui a permis en fait que la propagation du virus redescende. Donc je crois qu'on est dans un moment encore délicat, c'est important de le rappeler, et que les consignes soient suivies, mais rappelons quand même que ce soit pour le confinement, que ce soit pour les masques, où tout le monde s'est débrouillé malgré les difficultés notamment économiques, et notamment les tensions et les pénuries, pour pouvoir les avoir dans les transports, etc. Je crois que ça montre quand même... Ce que vous dites globalement, c'est qu'il faut continuer à déconfiner, mais il faut le faire de manière progressive et il faut le encadrée. faire de manière ordonnée, encadrée, comme nous le proposions et que nous continuons à le proposer depuis le début, et avec plus de moyens mis en œuvre par l'État que ce n'a été fait jusqu'à présent. Lauriane Rossi, le plus important dans ce qui doit être annoncé tout à l'heure par Édouard Philippe à 17h, qu'est-ce que c'est? Mais tout est important, que ce soit la réouverture des cafés et restaurants, qui est fortement attendue évidemment par les restaurateurs. Vous avez des infos là-dessus, vous qui êtes proche du pouvoir? Est-ce qu'on peut tabler sur une réouverture dès la semaine prochaine en zone verte pour les bars, les cafés et les restaurants? Je l'espère vivement, en tout cas en zone verte. On l'espère tous, mais est-ce que vous avez d'autres informations? Je suis dans les Hauts-de-Seine. Non, j'ai pas d'informations à vous livrer. Évidemment, le Premier ministre, et puis d'ailleurs, des arbitrages, vous l'avez dit, sont encore en cours. En revanche, en tant que parlementaire de la majorité, je peux vous assurer que nous avons fait des propositions audacieuses parfois et fortes pour justement avancer sur la réouverture des cafés-restaurants. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Français? Est-ce qu'on peut leur dire, oui, ok, vous avez accès au parc, si vous mettez un masque, si vous gardez les distances de sécurité? On voit que ça marche quand même assez mal, cette hypothèse-là, de faire confiance aux gens pour garder leur distance de sécurité, parce que quand on est dehors, c'est agréable, il fait beau, on oublie un peu les gestes barrières. On a vu effectivement à quelques endroits des rassemblements de grande ampleur, mais honnêtement, il suffit, je le redis, de se promener dans chacun de nos territoires et on voit que les Français jouent le jeu. On est sur des événements, des phénomènes marginaux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher et qu'il ne faut pas contrôler ce type d'événement. Évidemment, au-delà du port du masque, on ne le redira jamais assez, mais ce sont les gestes barrières, c'est-à-dire lavage des mains et maintien de la distance, j'aime pas le mot distanciation sociale, mais de maintien de la distance, évidemment, avec son interlocuteur, qui prime. Évidemment, le port du masque est important. Donc moi, je crois qu'il faut, si la situation le permet, continuer à relâcher, notamment l'ouverture des parcs et jardins paraît aujourd'hui vraiment nécessaire. Toutes les deux, vous elle êtes est d'accord attendue. sur cette question? Il y a la question des 100 parcs et jardins. km aussi, on parlait du moral, mais c'est important pour des grands-parents aussi de pouvoir voir leur famille, et ils sont parfois loin. Daniel Obono, même chose, on peut faire confiance aux Français? La question, c'est pas de considérer que les Français seraient des enfants qui ne savent pas respecter les consignes. On a montré collectivement, l'ensemble de la population a montré la capacité à faire face, à résister, les soignants en première ligne, mais toute la population. On l'a encore dit, répétons-le, si la circulation du virus a baissé, c'est parce que le confinement a été tenu jusqu'au bout et dans des conditions
rappelons-le quand même, extrêmement difficile pour une bonne partie de la population dans des logements souvent pas toujours bien équipés, avec pas beaucoup d'espace. Donc non, le problème, ce n'est pas que les gens, à un moment donné, c'est une situation qui n'est pas naturelle non plus d'être si longtemps enfermés dans de telles conditions. Donc il y a une envie de pouvoir se libérer. Mais encore une fois, effectivement, il faut pouvoir avoir les moyens de le faire. Si on dit par exemple qu'il faut des masques obligatoires, nous continuons à dire qu'il faut que ces masques soient gratuits, parce que ce n'est pas tout de constater que tout le monde se débrouille pour avoir des masques dans les transports, mais ça a un coût. Ça a un coût dans une situation quand même où la question du déconfinement, c'est pas simplement de pouvoir ouvrir les parcs et jardins, c'est que il y a une bonne partie de la population qui est toujours dans une situation de précarité sociale, économique, alimentaire extrêmement grave, que les projections sur ce sujet-là sont quand même assez inquiétantes sur la question du chômage, sur la question des aides sociales. Il y a tout un ensemble de secteurs, encore il y a quelques jours, un appel d'associations de chômeurs, chômeuses et de travailleurs et travailleuses précaires qui sonnent l'alarme sur les situations de crise sociale qui viennent. Donc je pense que la question, c'est quels moyens on donne aux personnes pour se protéger. Nous continuons, et nous ne sommes plus les seuls à le dire, parce qu'au début, nous étions un peu les seuls, mais de plus en plus de forces politiques et d'associations demandent à ce que les masques soient tous gratuits pour que, effectivement, quand on ouvrira les parcs, et il faut le faire, vous l'avez dit, c'était, on a vu certaines dépêches dans des journaux expliquer que c'était une question politique Le débat était politique autour de l'ouverture de la fermeture des parcs et jardins, voilà, ça c'est et sûr. Sur Paris et sur peut-être une réponse à Madame Hidalgo, etc. Tout ça, franchement, n'est pas très sérieux. Si on ouvre les parcs, et il faudrait le faire pour permettre effectivement aux gens de ne pas être agglutinés sur les quais, parce qu'en fait, ils sont agglutinés à un endroit ou à un autre. Alors il y a Donc, Paris et sa région, je voudrais aussi qu'on parle du reste de la France, c'est important. Que les gens puissent en profiter, mais avec les moyens, avec des masques gratuits qui soient distribués à l'entrée des parcs comme ils devraient l'être à l'entrée des transports. La gestion de crise, Daniela Obono, quel bilan faites-vous? Écoutez, nous avons publié un rapport de commission d'enquête sur la question et nous montrons comment il y a eu du retard, un manque d'anticipation, en nous appuyant sur des chercheurs, des scientifiques, des syndicalistes, y compris sur les propres déclarations du gouvernement qui ont été pendant très longtemps très contradictoires. Les propos de la ministre de la Santé elle-même, qui a reconnu un certain nombre de problèmes dans la manière dont tout cela a été géré. Et donc, effectivement, si au départ, au tout début de la crise, vous vous en souvenez, nous avions relayé les consignes sanitaires en pensant responsabilité que c'était une situation qui nécessitait justement de faire confiance au moins a priori. Très concrètement, vous auriez fait quoi différemment? Nous en sommes revenus très rapidement. Et bien, comme nous l'avons expliqué, notamment dans les plans de déconfinement que nous avions également proposés, avec toutes les propositions de loi et les 11 mesures d'urgence que nous avions mis aussi en contribution dans le débat, la question des dépistages massifs, on est encore dans une situation où même les chiffres annoncés par le gouvernement ne sont pas tenus, ou en tout cas il y a un certain nombre d'inconnus. L'objectif de 700 000 tests par semaine, on n'y est pas encore, hein, Roselyne, vous confirmez? On n'y est pas encore, et c'est assez difficile d'avoir les chiffres, y compris quand on pose la question au gouvernement dans des questions à l'Assemblée nationale. Ils tournent autour du pot parce qu'ils ne les ont pas. Donc il y a ces problèmes sur la gestion, il y a les problèmes structurels. Aujourd'hui, les soignants et soignantes appellent à des mobilisations. Il y a un rendez-vous à 13h30 devant l'hôpital Robert Debré dans le 19e, parce qu'ils mettent aussi en cause la gestion sanitaire qui les a mis dans une situation où, heureusement, leur engagement, leur créativité a permis de faire face, mais vraiment, ça a tenu à rien et ça a tenu sur leurs épaules. Et ils ont eu, et on a vu les images de soignants sans matériel, sans protection, etc. Donc, on va avoir ces débats-là, y compris à l'Assemblée nationale maintenant, puisqu'il va y avoir enfin une commission d'enquête parlementaire qui se met en place. Et je crois qu'il y a besoin, pas simplement parce que c'est une question de responsabilité politique, y compris éventuellement de responsabilité judiciaire, il y a des procédures qui sont en cours, mais la question c'est qu'on est dans le moment où il s'agit de déterminer comment non seulement on fait face, mais comment on change
profondément de manière de fonctionner, Les de leçons manière à de tirer, gouverner. évidemment, de cette crise. Monsieur Macron avait prétendu que rien ne sera comme avant, que quoi qu'il en coûte, il fallait se donner les moyens. On en est loin, et y compris toutes les décisions prises en termes budgétaires, en termes organisationnels pendant la crise, montrent qu'on continue sur le même chemin. Et je pense que ça, c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce bilan. Je pense que nous avons tous et toutes, en tant que parlementaires, également reçu les interpellations d'un certain nombre de très petites entreprises, de professions libérales qui expliquent qu'ils sont en train de couler parce que les moyens n'ont pas été mis pour les sauvegarder. La question des assurances qui n'ont pas pris, les assurances privées qui n'ont pas pris en charge parce que ça n'est pas dans les la loi, pertes. vous savez. Oui, et nous avons fait des propositions. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais plus largement, nous sommes avec vous là-dessus, mais elle n'est pas rétroactive. Mais vous n'avez refusé tous les amendements qui ont été portés là-dessus. Encore hier, notre collègue Loïc Prudhomme a proposé une loi pour mettre en place un état de catastrophe naturelle qui permettrait une prise en charge par les assurances privées que vous avez refusé. Donc oui, on en est loin encore. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour sauver l'économie, pour sauver les emplois, c'est l'État qui a joué un rôle. Effectivement, ça c'est au niveau international, y compris aux États-Unis d'Amérique, où on ne peut pas dire que ce soit un pays communiste et étatiste, où le risque a été aboli et toutes les faillites ont été prises en charge par l'État. Donc on se rend bien compte qu'à un moment donné, quand il y a danger, quand il y a risque, c'est la collectivité, c'est la puissance publique qui a les moyens de le faire. Ce que vous dites, c'est ce qui a été fait pendant cette crise, ça doit être fait après et de manière permanente. Mais disons que socialiser les pertes et privatiser les profits, ça va bien pendant les périodes de crise, mais à un moment donné, il faudrait peut-être se rendre compte que justement, pour éviter ce genre de crise, il faut un État qui prenne en charge, qui y compris oriente aujourd'hui le fonctionnement de l'économie. Quand on voit que les prêts, le soutien financier accordé au secteur aérien, accordé au secteur automobile se fait sans conditions sociales et environnementales, sans conditions sociales et environnementales contraignantes, et ça, je crois que les analyses faites par un certain nombre d'associations vous parlez de quoi, du prêt accordé, le prêt garanti par l'État accordé à Renault, parce que là, il y a des demandes. Il y a des demandes. Le plan de 8 milliards pour la filière automobile est assorti d'exigences claires. Le plan de soutien à l'aérien, il y a des exigences environnementales. Monsieur le maire allait voir les entreprises en demandant. Non, absolument rien. Il n'y a rien dans la loi et toutes les propositions sont des contrats. Non, il n'y a rien dans la loi et toutes les propositions faites en ce sens ont été rejetées. Et la question, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retour à la normale, parce que c'est la normale qui était le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire pendant des mois des Ségur de la santé, alors que ça fait plus d'1 an que le secteur de la santé dit et diagnostique les problèmes structurels fondamentaux qui ont mis l'hôpital à genoux. Ce Ségur de la santé, mieux vaut tard que jamais peut-être. Ah oui, écoutez, allez dire ça aux soignants qui ont été en première ligne. Eux, si les choses évoluent, par contre, on ne le sait pas pour l'instant. Justement, quand le gouvernement explique qu'en fait, on n'a pas été assez vite, on vous a entendu, on va continuer plus vite dans le même sens, ce n'est pas à la hauteur. Justement, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça va continuer comme avant parce que nous, ce que nous proposons, c'est justement que l'État prenne ses responsabilités, assume, y compris de mettre les moyens sur la table, parce que nous en avons les moyens. On a aujourd'hui les moyens, par exemple au niveau de la dette, en la rendant perpétuelle au niveau européen et en menant cette bataille-là, d'avoir les leviers financiers, et que oui, on change la manière de fonctionner, parce que on a vu ce qui a marché. Le fonds demandé par Emmanuel Macron et Angela Merkel va un peu dans ce sens-là. Une petite question. 750 milliards d'euros de l'Europe que nous avons obtenus grâce à la France. La défense des biens communs.